La radiodiffusion Télévision Française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'Art du Comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jacques Siron travaille le rôle de Trissotin des Femmes savantes. Acte 3, scène 3. Avec le concours de Gaston Vacchia qui lui donne la réplique dans Vadius. Réalisation Georges Godbert. Aujourd'hui, nous allons travailler la fameuse scène des Femmes savantes où Trissotin et Vadius s'affrontent. Et c'est M. Siron qui va jouer le rôle de Trissotin et M. Vacchia qui va jouer le rôle de Vadius. Mademoiselle Bernadette Lafont va leur donner la réplique dans le rôle de Philaminte et M. Michel Servet va intervenir dans le rôle de Lépine. Alors, allez-y, mes enfants. Courage. Je vous laisse jouer toute la scène et je vous dirai après ce que j'en pense. J'espère beaucoup de bien. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Bien. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Hola, je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelle affaire? Venez, on va d'un peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Quoi? Monsieur, c'est du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelque docte entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, qui des premiers venus saisissant les oreilles en fait le plus souvent le martyr de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous les sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre, le bon choix des mots. On voit partout chez vous l'itos et le pathos. Nous avons vu de vous les églogues d'un style qui passe en 12 attraits, Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir d'agréable que tous les sonnets que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Ballades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourrées, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. C'est une ballade et je veux que tout net vous m'en... Oui, certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie. Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis point du tout, et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi? Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait.
ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La ballade, à mon goût, est une chose fade. Ça n'en est plus à mode, elle sent son vieux temps. La balade, pourtant, charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Et là, pour les pédants, de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit Grimaud, barbouilleur de papier. Allez, rimeur de balle, propre du métier. Allez, fripier des cris impudents plagiaires. Allez, cuistre. Messieurs, que prétendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton livre, de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je te renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au Panthéon Révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix. Et l'on t'y voit partout tête en but à ses traits. C'est par là que je tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Il ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups, contre moi redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. La mienne sera te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous verrons seul à seul, chez Barbin. Ben, c'est pas mal du tout. Mais voyez-vous, je vais vous redire une fois à propos de cette scène, ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il y a toujours avantage à jouer des chefs-d'œuvre. Parce que même si on ne les joue pas à la perfection, c'est toujours assez bien. Parce qu'on est tout de même soutenu et porté. C'est pas pour diminuer ce que vous avez fait. Mais enfin, il y a toujours un avantage. Alors, évidemment, vous avez donné un bon mouvement à la scène. Je trouve qu'il y a une chose qui n'est pas assez marquée. Il y a une grande différence tout de même entre Trissotin et Vadius, qui était très bien marquée dans la dernière reprise au Théâtre Français, vous l'avez vu? Oui. C'est que Trissotin, tout de même, est un homme fort agréable, élégant, n'est-ce pas, qui veut épouser Henriette. Enfin, c'est tout de même un homme possible. Tandis que Vadius est positivement un cuistre d'apparence, enfin. Et il faut le marquer aussi dans le ton. C'est-à-dire que l'un est un précieux. Trissotin est un précieux. Vous avez vu d'ailleurs le sonnet auquel on fait allusion, n'est-ce pas, quel sonnet d'un précieux. Tandis que Vadius n'est pas un précieux, c'est un cuistre, c'est simplement un mauvais auteur. Il faut que cette différence de ton, elle soit très marquée. Il faut aussi, dans le Vadius, une chose qui est importante. On dit, monsieur, un homme est là qui parle d'un ton doux. Au moment où il arrive, il est en effet très paplard. Il faut que ça commence d'une façon extrêmement doucereuse, n'est-ce pas? Moins assuré que ce que vous faites. Ce que vous faites est un peu trop assuré. Et l'assurance vient peu à peu. Alors, vous avez pris un parti qui est un parti qui peut se défendre, c'est-à-dire que vous commencez par flétrir Vadius. Vous flétrissez les gens qui donnent lecture de leurs œuvres et sans transition, vous proposez la vôtre. C'est un parti. C'est extrêmement difficile à réussir, n'est-ce pas? Je crois qu'il serait peut-être meilleur qu'il y ait une respiration, tout de même quelque chose, et peut-être une hésitation avant de proposer ça. Il y a eu cette mise en garde, il y a eu ce blâme infligé aux gens qui lisent leurs ouvrages, et puis la démangeaison de lire vos vers est si forte que vous pensez que vous vous contredites vous-même. Mais il faut tout de même une espèce de transition psychologique. Tandis que là, elle n'existe pas. Et je me demande qui aurait l'art, la force de réussir ce que vous avez tenté de réussir, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, par conséquent, il me semble qu'il y a là une contradiction, qu'il y a là quelque chose qui est très difficilement admissible. Parce que ça supposerait que vous avez déjà la main à la poche, ou presque, enfin, n'est-ce pas? En réalité, que vous l'avez déjà sentimentalement, que vous êtes décidé à lire, et qu'étant décidé à lire, vous blâmez ceux qui vont lire. Ça me paraît très difficilement défendable. Oui. Vous voyez Oui. ce que je veux dire? Oui, c'est ça, oui. Tandis que je crois que si on sent quelqu'un qui est pressé de lire, alors vous blâmez parce que vous considérez que c'est votre devoir de blâmer, parce que vous le pensez. Et puis à peine a-t-il fini de blâmer que cette espèce de démangeaison, de besoin de lire le reprend, et que par une mimique, on voit que vous passez d'un état d'esprit à un autre. Oui. Tandis que s'il n'y a pas cette transition, je ne vois pas comment c'est possible. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans la scène. Vous voyez tout de même, c'est une scène courte et tout y est dit. C'est-à-dire, il y a d'abord l'attitude de l'homme humble,
il y a ensuite l'homme qui lit, il y a ensuite l'homme qui fait la gaffe, n'est-ce pas? Et tout ça est fait avec cette espèce de franchise molièresque qui est si particulière et qui fait qu'on passe, en somme, d'un excès à un autre, puisqu'après s'être lancé à la tête les compliments que nous savons, il se trouve s'injurier avec la même vigueur. Eh bien, tout ceci se fait avec une extrême rapidité. Mais tout ça est très logique dans la scène, vous voyez. Le tournant est très bien indiqué, tout simplement parce qu'en effet, il commence à blâmer ce qu'a fait l'autre, à ne pas se rappeler que c'est lui qui en est l'auteur. Mais là, pour cette chose particulière-là, je crois qu'il faut une transition. Et alors, ce que je voudrais, c'est que votre attaque soit quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus cauteleux, n'est-ce pas, beaucoup plus chafouré que ça n'est. Oui. Et puis alors, au contraire de la part de Trissotin, je voudrais quelque chose de plus à l'aise, et peut-être ne pas marquer de ridicule. Parce qu'enfin, nous avons nos Trissotins, leurs propos quelquefois nous font rire, mais leur attitude n'est pas ridicule. Je crois qu'il y a avantage à ce que du côté de Vadius, il y ait ce côté chafouré, ce côté humble, cet homme qui s'insinue, qui est pour la première fois admis dans ce milieu, qui est un milieu qu'il flatte, alors que Trissotin est un familier, s'apprête à devenir un gendre, donc beaucoup d'aisance et pas de ridicule. De la préciosité, mais pas ridicule. Il y a aussi une chose à laquelle il faut que vous fassiez attention. Quand vous vous lancez dans les éloges, et il y en a assez long, alors commencez d'une manière moins appuyée, de manière à ce que vous ayez une gradation à votre disposition, parce que si vous commencez tout de suite sur un certain ton, vous ne pouvez plus le dépasser. Or, vous pouvez voir dans le texte combien c'est bien fait, et vraiment ça a l'air absurde de donner des éloges à Molière, mais en fait c'est très intéressant à voir au point de vue du métier, combien peu à peu le ton monte. Et de même que dans le texte devient de plus en plus hyperbolique, il faut que votre ton devienne de plus en plus fort, élogieux et lyrique. De même dans l'injure, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas eu de gradation. Alors, vous allez reprendre ça. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Hola, je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelle affaire? Venez, on va dans peu... C'est au pluriel, n'est-ce pas? Il faut bien faire attention. Mais pour quelles affaires? Mais pour quelles affaires? Venez, on va dans peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. Et en vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. Voilà. Alors, voyez-vous, je ne voudrais pas que ce que je vous ai dit éteigne votre ton. Oui. Gardez un ton brillant comme ça. Et, je ne dirais pas pompeux, mais il est très content de lui, enfin, qu'on sente cette espèce de contentement de soi, d'assurance, de place qui tient dans la maison. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Voilà. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence. Et c'est du grec, madame. Autant comme de France. Wow. Monsieur, c'est du grec? Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Voilà, encore plus doux, n'est-ce pas? Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage. Quelque chose de très, très humble, n'est-ce pas? Parce que alors là, ce lance va être d'autant plus agréable après, n'est-ce pas? C'est ça. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Voilà qui va préparer le fait qu'il veut lire. À partir du moment où Trissotin lui a dit ça, la main sur le cœur, il a son papier là, il est prêt, n'est-ce pas? Et pourtant, il va dire, on ne veut pas lire, n'est-ce pas? Ah, voilà des petits vers, n'est-ce pas? Mais il vous permet la transition. Il vous invite en somme à lire, n'est-ce pas? Il faut vous en servir. Et alors, ce que je voudrais, c'est que Trissotin se soit un petit peu plus marqué, ce qui expliquera la double attitude de votre ami.
Et alors, faites-en un éloge encore plus gracieux. Au reste, il fait... Oh, reste, il fait merveille reste- envers ainsi qu'en prose. Et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Enfin, vous l'incitez à montrer son texte. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Voilà. Le défaut des auteurs dans leur production... C'est ça. N'ayez pas l'air de faire une théorie au moment où vous commencez. Vous êtes simplement un homme qui, étant donné qu'on vient de vous inviter ailleurs, dit non, non, vraiment, moi je ne suis pas pour ça, c'est pas ma façon de penser, je suis beaucoup plus réservé. C'est ça. Et toujours ce ton doux, ce ton réservé. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous Très bien. montrer quelque chose. Voilà. Le défaut des auteurs dans Bien. leur production, c'est d'en tyranniser les conversations. Servez-vous bien du mot tyranniser. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, qui des premiers venus saisissant les oreilles en fait le plus souvent le martyr de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Bien. Et d'un grec là-dessus. Très bien. Je Alors, n'est-ce suis... pas, on en a dit qu'il savait du grec, et c'est un grec. Ah oui, Là-dessus, Et n'est-ce pas d'un grec Voilà. là-dessus, Très bien. je suis le sentiment qui par un dogme exprès défend à tous les sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Bien. Voici de petits vers pour Ça de y est. jeunes amants, Ça y est. sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Et alors, encore très humble, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais encore très humble, n'est-ce pas? Si de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. N'est-ce pas? Très humble, très... Voici de petits vers pour de jeunes amants, C'est ça. sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Et alors, voyez-vous, un petit peu plus réservé. Commencez d'une façon plus réservée. Je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style. L'éloge monte peu à peu, n'est-ce pas, qui passe en 12 attraits. Théocrite et Virgile, vos os ont un air renchéri. Mais quand vous commencez d'une façon qui est presque comme quelqu'un qui parle du métier à l'autre, n'est-ce pas? Vos os ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les Grecs et Vénus règnent dans... Et peu à peu, vous arrivez alors à l'hyperbole. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre, le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous les églogues d'un style qui passe en 12 attraits, Théocrite et Virgile. Vos odes ont Alors, un un petit air... peu plus, là, je veux un petit peu plus de voix. Nous avons vu de vous De les vous, églogues des d'un églogues style oh. qui passe en 12 attraits, Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre race après vous. Alors, je voudrais que les épithètes, vous les sortez, je les entends, n'est-ce pas? Vos odes ont un air noble, galant et doux. C'est ça. Ce sont des gens de lettres, ils aiment les mots. Vos odes ont un air noble, galant et doux. Voilà. Qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Voilà, alors là, voyez-vous, je voudrais que ça aille plus vite, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir d'égal un peu là, il s'excite? Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Vos ballades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourrimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux Une esprits. petite seconde, là. Il faut faire attention parce que comme les mots sont très importants, n'est-ce pas que ça devient vraiment burlesque dans l'excès,
vous n'avez pas besoin, là, n'est-ce pas? Par exemple, vous dites, c'est la France, n'est-ce pas? C'est pas nécessaire, c'est le siècle, n'est-ce pas? Non, si la France pouvait connaître votre prix, si le siècle rendait justice aux beaux esprits, vous n'avez pas besoin de frapper les mots, là, ils sont importants. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. Alors, une petite seconde. Bon, au moment où tout ça se passe, il ne faut pas oublier que ce que Vadius veut, c'est lire. Alors, quand les compliments commencent, il est très content, n'est-ce pas? On le fait valoir aux yeux de ces dames, il est ravi. Et puis alors, peu à peu, il trouve que ça dure, n'est-ce pas? Il a envie de lire. Et si le siècle rendait justice aux beaux esprits, il s'interrompt là, à ce moment-là. Alors, il faut qu'on sente bien l'interruption à tous les coups, jusqu'au moment où on verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade, n'est-ce pas? Alors là, j'enchaîne presque. Vous enchaînez. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est difficile à faire. Il faut que nous trouvions moyen de le faire, parce que c'est assez comique, là, n'est-ce pas, tout de même. Ils ont été jusqu'au bout, maintenant, on en est à se dresser des statues, faut lire, maintenant. On a assez dit, c'est assez fait de compliments. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade, et je veux que tout Voilà, le monde c'est m'en- pas mal. Seulement, c'est le ton. C'est pas mal. Seulement, c'est le ton de c'est une balade qui n'est pas tout à fait le ton qui convient. N'est-ce pas? Mais je suis très contente de ça, c'est bien. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade. Ah oui, Vous voyez? Il ne faut pas que ce soit le ton de l'éloge. Seulement, vous n'avez aucune peine à trouver le ton nécessaire, parce que comme vous n'avez pensé qu'à ça, pendant que vous lui décerniez toutes ces couronnes, vous aviez votre papier dans la main, n'est-ce pas? Il faut que si vous le jouiez, enfin, si je mettais la chose en scène, ce que je cherchais, c'est que sans cesse, il manipule son papier, n'est-ce pas? Il essaye tout le temps de le caresser, puis l'autre lui fait un autre compliment, alors il le rengaine. Mais au moment où vous dites c'est une balade, c'est le véritable ton qui est dans votre esprit. Vous n'avez donc aucune peine à le trouver. Et c'est de nouveau le ton non pas humble, parce que l'humilité a un peu cédé, mais tout de même le ton insinuant du début. Ah, c'est ça. Vous retrouvez le ton de... Ce sont de petits vers pour de jeunes âmes, n'est-ce pas? Voilà, faites-moi ça. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade. Alors je crois que le moyen de le faire, c'est que vous dites c'est une balade, il y a... C'est une balade. Voyez-vous? C'est une balade. Voilà. C'est- Alors reprenez-moi ça. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les Alors, s'il vous vôtres. plaît, pour les grâces et Vénus, qui sont tout de même des mots gracieux, comme vous voyez, je voudrais le sentir. N'est-ce pas? Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Les grâces et Vénus Voilà. règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre, le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous les églogues d'un style qui passe en D'un douze attraits. style. Nous avons vu de vous les églogues d'un style qui passe en 12 attraits Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Vos ballades, surtout vous êtes Et admirables. dans les bourrimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux en esprits, carrosse dorée, vous iriez par les on verrait le rues. public vous dresser des statues. C'est une balade. Et je veux que tout Pas encore tout à fait ça. Vous allez me trouver trop difficile, mais vous pouvez le faire. Et le temps doit être un petit peu plus long, l'hésitation doit être un peu plus marquée, et le doit être un petit peu plus long, et malgré tout un peu plus gêné. Et alors, on verrait le public vous dresser des statues, doit être sur le ton de quelqu'un qui dit « Je vais aller tellement loin qu'après on ne m'embêtera plus que je pourrai lire mon rondeau. » N'est-ce pas? Ma balade. On verrait le public vous dresser des statues. C'est bien simple, là. C'est une balade. Alors, faites-moi ça. Faites-le bien, vous pouvez le faire. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux en esprits, carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. Ça y est.
c'est une balade. Bien. Ne pesez pas sur balade. C'est une balade. balade. Non, non, voyez-vous, très léger. C'est une balade. C'est une balade. Voilà. Eh bien, vous avez très bien monté votre mouvement. Cette partie de la scène maintenant est tout à fait au point. Alors, la prochaine fois, nous reverrons toute la scène et nous reprendrons là pour travailler la fin de la scène comme nous en avons travaillé le commencement. Mais vous avez fait un grand progrès. C'est très bien, je suis très contente. La radiodiffusion télévision française vient de vous faire entendre une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jacques Siron a travaillé le rôle de Trissotin des Femmes savantes de Molière, acte 3, scène 3, avec le concours de Gaston Vacchia, qui lui donnait la réplique dans Vadius. Réalisation, Georges Godbert. Nous rappelons aux jeunes comédiens et aux auditeurs qui s'intéressent à l'art du comédien et qui souhaitent assister aux séances de travail de Madame Simone que ces séances ont lieu chaque jeudi à 13h45 précise au Club d'essai, 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. Tous renseignements leur seront communiqués sur place. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jacques Siron travaille le rôle de Trissotin des Femmes savantes, acte 3, scène 3, avec le concours de Gaston Vacchia qui lui donne la réplique dans Vadius. Réalisation, Georges Godbert. Nous reprenons donc l'étude de la scène de Trissotin et de Vadius. Je vais demander alors à M. Siron, qui joue Trissotin, et à M. Vacchia, qui joue Vadius, de vouloir reprendre depuis le début de la scène et d'aller jusqu'au moment où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire jusqu'à la fin des compliments, de la scène gracieuse, pour attaquer alors la scène, au contraire, où on va s'injurier. Alors reprenez depuis le début. Je vous demande surtout de ne pas oublier, ne pas de monter que je vous ai fait faire, et le fait que chez Vadius, il y a tout de même cette idée fixe qui est de lire sa ballade. Alors reprenez-moi ça. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Hola, je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va donc peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Quoi? Monsieur, c'est du grec? Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage.
et j'aurais pu troubler quelques docs d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans Bien. leur production, Très bien. c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement, et d'un grec, là-dessus, Très je bien. suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous les sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les mondes. Vous avez le tour libre, le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous les églogues d'un style qui passe en 12 attraits, Théocrite et Virgile. Vos uns dont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre bien. Horace après vous. N'a-t-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Vos ballades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourrimets, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre Si prix, le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade. C'est bien. Et je veux que tout net vous ment. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse sur Alors voilà, dans le tournant, et voilà où le fait de l'interrompre est très important et la manière dont vous allez l'interrompre. Il arrive à ce qu'il veut. Il a été au bout des compliments, il a dit qu'il fallait vous faire des statues, par conséquent on ne peut pas aller plus loin. Il a sorti sa balade, et il a déplié son papier, il est sur le point de lire. Et vous allez l'interrompre, ce qui déjà le met en fureur, n'est-ce pas? Il faut que vous l'interrompiez à la fois d'une façon gracieuse, mais péremptoire. Comme un homme qui est chez lui, chez des amis avec lesquels il a tout de même un certain pied, où ils sont tout à fait à l'aise, et le fait que vous l'interrompiez au moment où il va lire, qui est une maladresse incroyable, il faut que vous la fassiez donc avec l'aveuglement d'un homme qui veut aussi parler de ce qu'il a fait. Alors tout ceci doit passer. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Alors nous allons le faire. C'est une balade. Attendez une petite seconde, je vais me permettre de vous montrer comment je le vois. C'est une balade et je veux que tout net vous... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse sur Annie? L'autre qui est furieux dit oui, c'est très mauvais, ne parle pas. C'est une balade. Et je veux que tout net vous ment. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse sur Annie? Oui, hier il me fut lu dans S'il une vous plaît, compagnie. s'il vous plaît, je voudrais qu'il y ait plus de complaisance et dans la manière dont vous en parlez, quelque chose de... Enfin, plus de falbala, si vous voulez. Il se déploie davantage. Avez-vous vu, vous l'interrompez là brutalement, avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? N'est-ce pas, c'est une robe à volant, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est une balade. Et je veux que tout net vous ment. Pardon, je vous demande pardon de vous interrompre, c'est épouvantable. C'est une balade. Et je veux que tout net, surtout de la franchise, tous les auteurs vous disent ça, et quand on a le malheur d'en avoir, qu'est-ce qui arrive? Et je veux que tout net, avez-vous vu, n'est-ce pas, tout net, très net, ce qui avait d'humble et de prudent dans votre ton disparaît. Là, alors, avec le sentiment de la personne qui dit « je sais ce que j'ai fait », et non seulement ça, mais ce que je demande, c'est un avis sincère. C'est pas, c'est toujours ce qu'on dit. Et je veux que tout net, avez-vous vu? Alors, il y a donc deux accents qui sont des accents assez vigoureux, c'est tout net et avez-vous vu. Et après, avez-vous vu, alors, vous prenez le falbala. C'est une balade. Et je veux que tout net vous ment. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse sur Annie? Voilà. Alors, soyons très prudents,
Parce qu'il faut à la fois, c'est le contentement, mais il faut aussi, je sais bien que l'autre est aveuglé parce qu'il a son papier à la main et qu'il veut lire, mais il faut malgré tout que dans le ton, il ne puisse pas deviner que c'est de vous. Ouais. Voilà la oui, c'est vrai, difficulté. oui. Avez-vous vu certains oui, petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Alors là, il me semble qu'on ne voit pas que c'est de lui. Qu'on a l'impression qu'il attache de l'importance à la chose, qu'il en parle avec grâce, en faisant des frais, mais malgré tout qu'il ne se livre pas complètement. Faire très attention à ça. L'autre est aveuglé, il est comme un auteur qui a envie de lire, par conséquent il ne pense qu'à ça. Malgré tout, il faut faire attention. Il ne faut pas que le public dise « Enfin voyons, c'est pas possible, il en fait trop », l'autre va s'en rendre compte. C'est une balade. Et je veux que tout net vous m'en... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Bien. Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Oui. Ouais, hier il me fut lu dans C'est une ça. compagnie. Vous en savez l'auteur? Alors, vous en savez l'auteur? Oui. Et vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens Alors, pourtant le trouvent admirable. il faut que chaque fois qu'il est interrompu là, dans sa volonté de lire et qu'il répond, il réponde comme quelqu'un qui dit « Écoutez, laissez-moi tranquille, voyons, j'ai quelque chose à faire, n'est-ce pas ?» Oui, non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Il y a à la fois un jugement péremptoire, mais aussi le jugement d'un homme pressé de faire autre chose. Il faut qu'on sente les deux choses. Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Et alors là, voyez-vous, si vous l'aviez vu, vous seriez de mon goût, c'est encore amical. Si vous l'aviez vu, vous seriez de mon goût. Enfin, vous qui me trouvez tellement merveilleux, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vous tromper. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous seriez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis point du tout, et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleurs, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Bien. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade. La ballade, à Une mon petite goût, est seconde, une une chose petite fade. seconde. Petite seconde. Alors, c'est bien là. Vous avez bien pris le ton. C'est très bien. À partir de je ne sais donc comment se fit l'affaire, il est horriblement gêné, n'est-ce pas, vous? Je ne sais donc comment se fit l'affaire. Il est encore très gentil, plein de sourires. Il essaye de rattraper la chose, n'est-ce pas? C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en l'écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet, mais laissons ce discours et voyons ma ballade. Il faut, alors, voyez-vous la transition? Voyez la transition, n'est-ce pas? Je soutiens qu'on a pu en faire de meilleurs, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Un petit peu plus suffoqué encore. Moi. Bien. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur... Alors, mettez naturellement l'échec sur le compte de l'interprète, ou comme bien les que auteurs le le font toujours. lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade. La ballade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, le sent son vieux temps. Voilà, La alors ballade. s'il vous plaît. C'est bien, ça vient bien. Je voudrais pourtant que voyons ma ballade soit un peu moins assurée. N'est-ce pas? Vous avez le ton là, chez Philaminte, correct, un habitué. Il faut toujours vous rappeler que vous venez pour la première fois. Mais le son, ce discours, c'est tellement pénible, ne parlons plus de tout ça, n'est-ce pas? Et voyons ma ballade. Vous proposez toujours, vous n'affirmez pas, vous n'imposez pas, vous proposez.
Vous êtes tout de même, n'êtes pas comme ça l'habituel. Vous venez pour la première fois. Et tout de suite, je voudrais que Trissotin attaque avec vigueur. La balade à mon goût est une chose fade. Aucune précaution, plus, n'est-ce pas? Il faut qu'en écoutant j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet, mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce Un n'en point, est- n'est-ce pas? La balade à mon goût est une chose fade. Oui. Vous n'avez plus qu'une idée, c'est de le fiche dehors. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elles sont son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de Et gens. d'abord avec timidité. Toujours le... Suffoqué, n'est-ce pas? La balade, pourtant, charme beaucoup de gens. Ça n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Ah, il le prend comme ça. Ben, il ne reste pas pour cela plus mauvaise. Alors, vous commencez vous aussi à crêter, n'est-ce pas? La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elles sont son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. S'il vous plaît, pédant. Hein? Elle a pour les pédants. Elle a pour merveilleux les appâts. pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. S'il vous plaît, alors là, le trait est direct, mais c'était une bonne réponse. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Ah oui, ah oui, en effet. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, Je vous... trouve que vous ne recevez pas assez les coups chacun. Oui. Ça va trop vite. Ouais. Vous ne recevez pas assez les coups. Pourtant, ce n'est pas que ça doit aller plus lentement, mais il faut tout de même qu'on sente que les coups Accusé. portent à tout, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas qu'elle Elle a ne me pour les déplaise. Elle n'en reste pas pour ça. Et ça tient à l'attaque. Vos attaques sont molles. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Allez, rimeur de balles, opprobre du métier. Allez, fripier des cris, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Messieurs, que prétendez-vous faire? Bien, alors, tout de même, quand vous vous disputez, il faut que les mots aient plus de force, plus de vigueur et plus de relief. Et ça, c'est parce que vous n'accentuez pas assez et que vous ne vous amusez pas assez à l'intérieur de vous-même. C'est merveilleux tout ce qu'ils se disent là. Alors, je voudrais que vous repreniez la balade à mon goût est une chose fade. Je vais me permettre de vous montrer comment je pense qu'il faut le faire. La balade à mon goût est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Un point. Elles sont son vieux temps. Rien que des sens arrêtés, des sens fermés. n'est-ce pas? La balade, pourtant, charme beaucoup de gens. Ça n'empêche pas qu'elle me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. N'est-ce pas? Alors là, bon. Vous donnez sottement vos qualités aux vôtres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Alors là, vous vous en faites bien. Allez, rimeur de balles, opprobre du métier. Allez, fripier des cris, imprudent plagiaire. Allez, cuistre. Allez, messieurs. Que prétendez-vous faire? Pour qu'elle les interrompe, il faut vraiment qu'ils soient sur le point de se prendre par les cheveux. La balade, à mon goût, est une chose fade. Un point, Ce n'en est plus la mode. un point. Elle sent son vieux temps. Voilà. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Interdit, n'empêche- oui. Il est La interdit. balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a Plus pour les large, plus pédants- large. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants Bien. de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Allez, rimeur de balles, opprobre du métier. Allez, fripier des cris, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Messieurs, que prétendez-vous faire? Va réciter tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en S'il faire vous un- plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors c'est bien.
Elle essaye de vous séparer, mais vous êtes maintenant arrivé à un point où il n'y a plus moyen de vous arrêter. Et je voudrais que ce soit bien articulé, bien accentué. Tous les mots sont merveilleux, n'est-ce pas? Va, restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit, et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Oui, tout ça est merveilleux. Il faut que les mots, tout ça doivent sortir, n'est-ce pas? Il faut les accentuer, il faut les articuler, il faut s'en amuser, il faut leur donner leur forme, leur place, leur largeur. Alors vous rétrécissez la dispute, il faut au contraire qu'elle ne cesse d'aller en s'élargissant. Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs. J'entends, restituer, n'est-ce pas? Va restituer tous les honteux larcins. L'accentuation de la tragédie, d'ailleurs l'accentuation doit toujours être la même, vigoureuse. Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton livre, de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au Paléon Révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix, et l'on t'y voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Il ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Mais ses coups, contre moi redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons seul à seul chez Barbin. Eh bien, vous êtes bien en colère, c'est excellent. Alors, il y a encore quelques fautes. Oui, il y a des liaisons escamotées de la part de Trissotin, surtout. C'est Trissotin qui est coupable pour les liaisons. Et alors, pour Vadius, je voudrais que vous mainteniez davantage ce côté de cuistre un peu humble, qui même quand il l'insulte et quand elle arrive au comble de la colère, ça n'est pas jamais le ton de Trissotin, c'est un autre ton, c'est quelque chose de plus sournois, de plus... Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit, par exemple, c'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas? C'est un autre genre, toujours de sottise et d'insulte. Je voudrais qu'on sente bien la différence de caractère des deux personnages. Tandis que là, emporté par votre jeunesse et votre fougue, vous êtes tous les deux des garçons qui sont en train de se bagarrer, et alors ça perd un petit peu le caractère que ça doit avoir. Alors vous allez reprendre ça en essayant de me retrouver dans ce qu'est la tirade de Vadius, n'est-ce pas? dont j'ai le contentement de voir qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère, qui est plus ce côté cuistre, ce côté vaniteux, et humble, d'humble vanité ou de vanité humble que nous avons vu dès le début de la scène. Voulez-vous essayer de retrouver ça? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vières estropier Horace. C'est bien. C'est l'ardeur qui vous emporte, par conséquent. Extraordinairement respectable. Écoutez-moi. C'est là aussi que je voudrais voir le caractère de Vadius. Va t'en faire amende honorable au Parnasse. Ça n'est pas le ton de Trissotin, jamais. Il y a une espèce de liberté dans la colère même, qu'il n'y a pas. Il y a toujours quelque chose de plus, je ne peux pas dire de plus retenu parce qu'il va vraiment à l'extrême, mais c'est un autre caractère. Ce sont les insultes d'un homme qui a un autre caractère, une autre nature, quelque chose de plus chafouin, de plus sournois. Ah oui. Je veux le sentir. Il faut que vous établissiez votre personnage. C'est un personnage que vous devez composer. A été merveilleusement fait par Roland. Et il faut qu'on sente ça. C'est un autre personnage. Tandis qu'à partir du moment où vous êtes vraiment en colère, vous êtes pareil à lui. Et il ne faut pas. Alors, voulez-vous essayer? Va restituer tout le honteux larcin que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va. Il va y aller.
je me sens en bas d'une côte, vous savez. Je me sens en bas d'une côte et puis pour monter. C'est ça, c'est Alors ça. je change de vitesse. Naturellement, mais bien sûr. Nous comprenons très bien, mais vous lui dites tellement, va, il va y aller. C'est très bien. Faut que vous êtes bien dans votre personnage, c'est très bien. Faut que nous y arrivions. Va, restituer tous les honteux larcins qui réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse. Un autre ton, toujours Badius. Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton livre, de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Voilà. La gloire est établie, en vain tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Étalez-vous. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'on Paléon Révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse sans... Petite seconde. Alors voyez-vous ce qu'il faut. C'est que vous vous étaliez. J'ai le contentement de voir qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi d'autres auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix. Étalez-vous, faites-vous gloire de ce que le Boileau dit de lui. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers... Il n'y a pas de différence de ton assez grande, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de contentement. Il faut qu'il se glorifie de cette chose, de ces critiques. Alors, glorifiez-vous bien. Il est extraordinairement vaniteux, il faut qu'on le sente. J'ai le contentement. Il croit vous avoir fermé le bec avec ça, pas du tout. Ma gloire est établie, en vain tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix. Et l'on t'y voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Il ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi, redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Mais la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous verrons seul à seul, chez Barbin. Très bien, ça y est. Votre scène est en place maintenant. C'est très bien, vous avez très bien travaillé. Rappelez-vous bien tout ce que nous avons dit là. Revoyez-la pour vous, puisque malheureusement nous ne pouvons donner que 2 leçons à une scène. Revoyez-la pour vous de manière à ce que ce soit bien enregistré et que vous puissiez toujours vous rapporter quand vous travaillez à l'effort que vous avez fait là, qui a été très important et qui porte vraiment de bons fruits. La radiodiffusion télévision française vient de vous faire entendre une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jacques Siron a travaillé le rôle de Trissotin des Femmes savantes de Molière, acte 3, scène 3, avec le concours de Gaston Vacchia, qui lui donnait la réplique dans Vadius. Réalisation, Georges Godbert. Nous rappelons aux jeunes comédiens et aux auditeurs qui s'intéressent à l'art du comédien et qui souhaitent assister aux séances de travail de Madame Simone que ces séances ont lieu chaque jeudi à 13h45 précise au Club d'Essai, 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. Tous renseignements leur seront communiqués sur place.
La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Liliane Carroll travaille Armande des Femmes savantes de Molière, la scène 2 de l'acte 4, avec Jacques Charby qui lui donne la réplique dans Clitandre. Mise en onde, Georges Godbert. Alors, j'avais annoncé témérairement la dernière émission que nous allions travailler une visite de noces. Je n'avais pas réfléchi qu'il ne restait plus que 2 leçons et que la visite de noces comportant une étude assez approfondie, il aurait été maladroit que les vacances interrompent le travail que nous allons faire. Alors, j'ai décidé qu'il était peut-être sage, pour les 2 dernières émissions, les 2 dernières leçons, de prendre 2 élèves que je n'avais jamais fait travailler et de voir de quoi ils étaient capables. Alors, nous allons d'abord faire travailler mademoiselle Liliane Carroll, qui va nous dire Armande des Femmes savantes de Molière. L'acte 4, la scène 2, alors je rappelle la situation, mais que vous connaissez tous, Armande dépitée, que Clitandre s'intéresse à sa sœur Henriette, est en train d'en dire plutôt du mal à sa mère quand Clitandre surgit tout à coup. Et doucement de grâce. Un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence? Pour vouloir me détruire en prenant tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites, d'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser, vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler les feux d'un autre amour. Au changement des cœurs, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a de votre âme ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est la cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soin empressé, devoir, respect, service, dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez, est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté. Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens net et débarrassé, et vous ne goûtez point dans ses plus doux appâts cette union des cœurs, où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous il produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Quel étrange amour, et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Voilà, eh bien ça suffit, nous avons assez à travailler avec ce que nous avons dit là. Voyez-vous, la première chose qui me frappe dans votre double interprétation, c'est qu'elle comporte de la part de Clitandre une certaine sévérité, une certaine dureté. Enfin, je vais un peu loin, mais malgré tout, il y a ça dans vos intonations. Il ne faut pas. C'est tout de même un homme de cour. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, qui est tout de même juste et mérité, il le dit tout de même avec grâce. Il le dit sans sévérité. Les mots sont assez sévères pour qu'il n'y ajoute pas un ton sévère. Oui. Sans ça, vous le jouez pas mal. Mais il faut que ce soit plus gracieux, plus comme un homme de cour. Et puis alors, vous avez laissé tomber votre mouvement tout à coup. Vous en êtes rendu compte au milieu du morceau.
comme toujours, chez les classiques, les morceaux sont construits un peu comme des plaidoiries. Et là, rigoureusement comme une plaidoirie, puisqu'en somme, il plaide sa propre cause. Oui. Alors, par conséquent, les arguments s'enchaînant et l'un renforçant l'autre, le mouvement ne doit jamais tomber. Au contraire, il doit être surenchérir. C'est ça, mais sans dureté. Oui. Sans dureté et sans passion. C'est un rôle qui est extrêmement agréable et joli à jouer quand on le joue comme ça. M. Barbier le jouait admirablement, jamais on n'a mieux joué que lui, ni même aussi bien, et il le jouait comme ça, c'est-à-dire avec énormément de grâce, toutes les choses étant dites avec netteté, dites d'une manière qui ne laissait aucune espèce d'ambiguïté sur ses intentions, sur le fait qu'il ne reviendrait pas auprès d'elle, qu'il était attaché à Henriette, mais tout de même avec la grâce de l'homme de cour, de l'homme qui s'adresse à une femme, et d'une femme qu'il a aimée. Bien, quant à Armande, alors, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, le rôle est très difficile. Parce qu'il y a une triple difficulté. Elle dit des choses qui, malgré tout, on se moque beaucoup d'elle, on a tort. Elle dit des choses qui, quelquefois, sont des choses extrêmement gracieuses. Mais elle les dit comme une précieuse. Elle les dit comme quelqu'un, au milieu de tout ça, qui a de la peine, car elle tenait à Clitandre. Elle a fait des manières, elle a été sotte, elle a fait des manières. Mais voyez, puisqu'elle lui dit, c'est entendu, je consens à ce que vous voulez, lui dit à la fin de la scène. Oui. Alors, il faut qu'on sente ça, il faut qu'on sente le regret, il faut qu'on sente malgré tout le désir, je dirais grossièrement parlant, de le rattraper, et malgré tout l'éloge de ce qu'elle considère, elle, comme la perfection de l'amour, c'est-à-dire la carte du tendre, et c'est-à-dire qu'elle s'exprime comme une précieuse. Il faut que tout ceci soit sensible. Alors, voulez-vous le reprendre dans cet esprit-là? Mais à ce moment-là, elle a encore l'espoir de le reprendre. Ah, elle cherche, elle essaye. De... Oh, les femmes espèrent longtemps. Les hommes aussi, d'ailleurs. Et doucement, de grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait, et quelle est mon offense, pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin. Parler, dites. D'où vient ce cause effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Voyez-vous, c'est ce ton-là. De même, quand vous dites, appelez-vous madame une infidélité, ce que m'a de votre âme ordonné la fierté, je n'ai fait qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur, il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soins empressé, devoir, respect, service dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre, vous voyez. Est-ce, madame, ou ma faute, ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez? Vous voyez, c'est dit avec une extrême netteté, les mots sont formels, mais le ton est un ton qui n'a jamais de dureté et qui ne se départit jamais de cette grâce, de cette sorte de salut, de chapeau à plumes qu'il y a dans le rôle. N'est-ce pas? Je vais essayer. Et doucement de grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence? Pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin. Oui, ce qui donne de la dureté, c'est que vous rétrécissez les mots. Dès qu'on rétrécit un mot, dès qu'on le rend plus aigu, on le rend plus offensant. Par exemple, n'est-ce pas, je dis moi pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin. Si je dis pour vouloir me détruire et prendre tant de soin pour me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin, quoique le ton, l'intonation est la même, mais pourtant ça devient dur. Uniquement parce qu'en rétrécissant le mot, il devient un mot aigu. C'est juste. N'est-ce pas? C'est exactement comme une arme que vous affûtez. Reprenez ça. Et doucement de grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Bien. Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence? Alors, il faut dire, n'est-ce pas? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence? C'est d'un trait, ça, n'est-ce pas? Oui. Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence? Pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin. Oh, faites-moi la liaison pour l'amour du ciel. Et me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin. De me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin. Parlez, dites d'où vient ce cause effroyable. Parlez, virgule, dites, virgule, d'où vient ce cause effroyable. Je veux bien que madame en soit jugée équitable. Parlez, dites,
D'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Bien. Allez-y, Armande. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser, vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement des cœurs, nulle horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Alors, vous voyez les divers sentiments qui entrent dans ce morceau. Primo, le dépit. Secondo, un regret sincère. Et troisièmement, la préciosité qui intervient, car enfin, quand elle dit qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour, c'est un petit peu exagéré, c'est tout de même des choses qui arrivent. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Alors ça, c'est la précieuse qui parle. Par conséquent, il faut le dire, c'est absolument différent. Mais vous y arrivez peu à peu. Et vous arrivez à la préciosité peu à peu. Parce que quand elle commence, elle dit une chose tout à fait humaine. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Mais ça, c'est une fille piquée. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre moral. Je donne une leçon pour finir. Mais je reconnais que ça n'est pas facile. Essayez. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement des vœux, nulle horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Voilà, c'est un peu mieux, c'est pas encore tout à fait ça, mais vous voyez ce que je veux dire, vous le travaillerez, puisque hélas, nous n'avons qu'une leçon. Alors, Tiltan, vous continuez. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a de votre âme ordonné la fierté? Je vous interromps tous les deux pour vous dire que nous ne sommes pas dans une chambre de malades. Alors, que je vous entende un peu, parce que vous avez un peu l'air de penser qu'il y a quelqu'un qui est malade qui ne veut pas qu'on parle trop haut. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a de votre âme ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Ah non, non, alors là, c'est gracieux ce qu'il lui dit. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soin empressé. Oui, c'est un ton différent. C'est pas le ton que vous employez là n'est pas le ton d'un homme qui a aimé une femme et qui lui rappelle qu'il l'a aimée et qu'il lui a fait la cour pendant 2 ans. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soins empressés, devoirs, respect, service, dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve Alors voyez-vous, il contraire. faut faire très attention parce que ce ton-là, elle aurait des raisons d'espérer. Ça, s'il lui parlait comme ça, elle se dirait « Oh, ça va s'arranger ». Je suis trop gentil. C'est pas trop gentil, c'est non, au contraire, ça peut être plus gentil, mais aucune émotion. Tandis que dans votre voix, quand vous voulez faire gentil, vous faites ému, ce qui n'est pas pareil. Bien sûr. Il faut que ce soit gracieux, il faut que ce soit extrêmement déférent, comme étaient les hommes, comme ils parlaient aux femmes à cette époque-là, et pas comme ils en parlent maintenant. Mais pas d'émotion. Beaucoup de bonne grâce, beaucoup d'excellentes manières, beaucoup de déférence même, pas d'émotion. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Non, pas du tout. Ce sont 2 propositions différentes, n'est-ce pas? Tous mes soins, tous mes vœux ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve opposé à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Mais vous êtes extrêmement différent, mais pourtant, on n'a aucun espoir quand on vous parle comme ça, il me semble, tout au moins. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Respirez. Non, pas d'intonation fermée. Ne sans peuvent rien suspendu. sur vous. Voilà. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce Ah non, madame... ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. C'est tout naturel, vous ne voulez pas de moi. Je vais Ce trouver que vous quelqu'un refusez, d'autre. je l'offre au choix d'une autre. Voilà. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Ah non, c'est dur. Est-ce ma faute ou la vôtre?
Plus vous avez raison, plus vous y allez doucement. Plus vous allez vous marier avec Henriette sous son nez, plus vous y allez doucement. C'est ça, il n'insiste Si pas. vous alliez durement, il y aurait de l'espoir. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Non, c'est pas gentil. Est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Bien. Mon cœur court-il au change ou si vous l'y poussez? Oui, ah non, la même intonation, ne changez pas d'intonation parce que Mon cœur court-il au change ou ou si vous l'y poussez. Ou si vous l'y poussez? Mon cœur court-il au change ou si vous l'y poussez? Ne rétrécissez pas le mot parce qu'immédiatement ça devient dur. Mon cœur court-il au change ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte ou vous qui me chassez? Allez-y, Armande. Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens, net et débarrassé? Et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts cette union des cœurs, où les corps n'entrent pas? Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière? Et pour nourrir les feux que chez vous il produit, il faut un mariage, et tout ce qui s'ensuit. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. Ne nous endormons pas. Attention. Oui. Plus de mouvement dans tout ça. Dès le début? Dès le début. Elle va faire, je vous interromps tout de suite parce que nous avons peu de temps et je veux que vous profitiez de la leçon. Elle fait là l'éloge de ce qu'elle sent. Elle le fait d'une façon sincère. Elle pense ça, elle le pense fortement, mais néanmoins, elle est toute prête à se marier avec lui. Alors, il faut tout de même que ce soit fait un peu comme une personne qui fait l'apologie de ce qu'a été son attitude. Et elle le fait avec chaleur. À mon avis, il faut le jouer avec charme. Oui. Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté. Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens net et débarrassé, et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Il faut que ce soit très gracieux, il faut qu'on soit presque avec elle. Ah oui. Ça n'est pas la jeune fille des précieuses ridicules, c'est une autre jeune fille. Oui. Beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus gracieuse. Et d'ailleurs, il a aimé. Oui, oui, bien sûr. Alors reprenez ça dans ce sentiment-là. Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté. Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens, net et débarrassé. Et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux Montez que chez votre vous... mouvement, ne laissez pas tomber. Et pour nourrir les feux que chez vous l'on produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Oh. Mais il faut monter votre mouvement. C'est une plaidoirie. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous il produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Oh, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien Alors loin vous de reprenez. brûler. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes! Vous venez de le blâmer et vous allez vous louer. Oui. Il y a deux mouvements contraires. Et pour nourrir les feux que chez vous il produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Oh, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler. Les consonnes, attaquez bien beaucoup. Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Que j'entende les consonnes, c'est ça qui fait le secret de la belle diction. Quand vous aurez travaillé pendant un bon bout de temps avec moi, vous verrez, comme vous prononcerez bien vos consonnes. Quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler. Que les belles âmes, respirez, sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes.
et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes Ne laissez pas leurs- tomber votre mouvement. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net comme le feu céleste. Vous ne faites pas un éloge assez vibrant de la façon dont vous trouvez qu'il faut aimer. C'est un feu pur et net comme le feu céleste. Vous voyez les mots dont elle se sert. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et l'on ne penche pas vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler Bien de ces loin terrestres. de brûler, sont bien loin. Ah mon Dieu. Et comme que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. les consonnes, les consonnes. Les sens n'ont point de part à Les tout. sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs. Ne laissez pas tomber. Vous avez un petit peu l'air de vous désintéresser de la question. Vous n'êtes pas assez concerné par ce que vous dites. Il faut que ce soit beaucoup plus chaleureux. Les sens n'ont point de part à toutes D'ailleurs, leurs c'est ce qu'il y a ardeurs. de très joli dans le morceau, à mon avis, c'est de jouer avec passion une chose où elle dit qu'il n'en faut pas. Ah oui, effectivement. Et pour nourrir les feux que chez vous il produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. Ne vous endormez pas. C'est un feu pur et net comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer. Pour Et- aimer. Donc, on soit à aime- distance, hein. On aime pour aimer. et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Voilà. Et bien, vous allez bien travailler ça pendant vos vacances. Je vous remercie. Dans le sentiment que je vous ai dit, n'est-ce pas? Et surtout, apprenez à bien articuler, à bien accentuer. Parce que vous n'avez pas encore travaillé avec moi et je le sens. N'est-ce pas? Pensez bien à ça. Mais ça, c'est pas mal. Vos intonations sont justes. C'est une question de métier. Alors, pensez bien à ça. Travaillez bien cet été. Voilà. Merci beaucoup. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Liliane Carroll travaillait Armande des Femmes savantes de Molière, la scène 2 de l'acte 4, avec Jacques Charby qui lui donnait la réplique dans Clitandre. Mise en onde, Georges Godbert.